Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 19 septembre à la une de l'actualité. Représentant le président de la République et le Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman, a pris part aujourd'hui à Londres aux funérailles d'État de la reine Elisabeth II en présence d'un parterre de dirigeants du monde entier. Ouverture à Alger du Salon international des travaux publics, 140 entreprises nationales et étrangères y prennent part. Une participation riche et variée avec le Qatar en invité d'honneur. Reportage dans cette édition. Vers la réouverture de l'unité de fabrication d'insuline de Constantine, annonce du ministre de l'Industrie pharmaceutique en visite dans la région. Plus de détails dans ce journal. Dans le dossier sahraoui, une importante délégation a été reçue ce matin par le maire de Bilbao et un accueil chaleureux réservé à la militante des droits de l'homme Sultana Khaya et son groupe pour la première visite institutionnelle au Pays Basque. Et puis inquiétude et interrogations imprègnent la rue marocaine déjà minée par la précarité et la justice sociale, l'injustice sociale. Le régime du Marzen est face à la pire crise depuis des décennies. Point de situation dans notre édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver, je vous le disais à un titre, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tebbi, a remis aujourd'hui la lettre d'invitation adressée par le président de la République à son frère le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, serviteur des lieux saints de l'islam, pour participer aux travaux du 31e sommet arabe prévu à Alger en novembre prochain. L'invitation a été reçue au nom du roi d'Arabie Saoudite par le ministre d'État chargé des Affaires étrangères et membre du Conseil des ministres, Adel El-Jubeir. À cette occasion, le ministre de la Justice a chargé Adel El-Jubeir de transmettre les salutations fraternelles du président de la République à son frère, le serviteur des lieux saints de l'islam, et le souhait de l'Algérie d'une participation qualitative et active de la part de l'Arabie Saoudite à ce rendez-vous arabe important. De son côté, le ministre Adel El-Jubeir a salué les efforts intenses consentis par le président de la République afin de garantir les meilleures conditions pour la tenue d'un sommet arabe exceptionnel qui sera une étape décisive afin d'unir les rangs arabes et donner un nouvel élan à l'action arabe commune. El-Jubeir a affirmé la totale disposition de l'Arabie Saoudite à contribuer de manière active à l'aboutissement de ces nobles efforts dont l'objectif est de préserver l'unité de la nation arabe. D'autre part, les deux parties ont mis en exergue le haut niveau atteint par les relations politiques entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite et ont souligné l'importance de l'approfondissement des concertations et du dialogue afin de hisser la coopération bilatérale au niveau des aspirations des dirigeants des deux pays dans l'intérêt des deux peuples frères. Dans l'actualité, représentant le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman, a pris part aujourd'hui à Londres aux funérailles d'État de la reine Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, d'Irlande du Nord et des pays du Commonwealth, obsèques en présence d'un parterre de dirigeants du monde entier. Le cercueil de la reine Elisabeth II est arrivé ce matin au château de Windsor où elle sera inhumée en privé dans la soirée à la chapelle Saint-Georges. Et lors de sa participation aux funérailles officielles de la reine Elisabeth II, le Premier ministre a rencontré le roi Charles III et des membres de la famille royale qui ont exprimé leur profonde gratitude au président de la République pour la présence à haut niveau de l'Algérie qui témoigne de la profondeur des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. À cette occasion, le Premier ministre a rencontré plusieurs chefs d'État et de gouvernement avec qui il a eu des entretiens portant sur les relations bilatérales et ils l'ont chargé à leur tour de transmettre leurs salutations au président de la République. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjel, a reçu aujourd'hui une délégation parlementaire européenne présidée par Andrea Casolino, président du commissariat chargé des relations avec le Maghreb arabe et l'Union du Maghreb arabe et coprésident de la commission parlementaire mixte Algérie-Union européenne, en présence de représentants du Parlement algérien au sein de cette même commission. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les relations politiques et économiques entre l'Algérie et l'Union européenne et les voies
et moyens pour les parlementaires algériens et européens de hisser le niveau de ces relations conformément aux attentes des peuples des deux rives dans le cadre du principe gagnant-gagnant. Coopération parlementaire toujours, l'Assemblée populaire nationale a abrité les travaux de la première commission parlementaire Algérie-Union européenne. Les parlementaires des deux chambres étaient présents. Une déclaration commune sur les plus importantes décisions dans le domaine de la coopération et la coordination a été signée à l'occasion. Je vous disais un titre ouverture ce matin de la 18e édition du Salon international des travaux publics. 140 entreprises nationales et étrangères y prennent part. Inaugurée par le ministre du secteur, la manifestation revient après 2 ans d'absence avec le Qatar en invité d'honneur. 9 accords de partenariat et mémorandums d'entente entre des entreprises algériennes et étrangères ont été signés à l'occasion. Reportage de Naïma Louali. Coup d'envoi aujourd'hui à la SAFEX des Pas Maritimes d'Alger de la 18e édition du Salon international des travaux publics après 2 ans d'absence pour cause du Covid. Cette rencontre économique regroupe 140 exposants nationaux et d'autres acteurs venus de 9 pays dont l'Italie, la Turquie, la Tunisie, le Qatar, invités d'honneur de cette édition. Notre présence ici prouve la force de nos relations avec l'Algérie. Ayant fait un tour dans ce salon, nous avons rencontré plusieurs professionnels des grands ouvrages, des travaux publics et autres gros constructeurs des aéroports et des ports. Ceci pour ouvrir beaucoup d'opportunités d'échange entre les deux pays. Et là, c'est une opportunité pour qu'on offre à tous les exposants et un peu de recenser les capacités nationales pour voir comment dispatcher et utiliser ces capacités dans la relance du secteur des travaux publics. Des rendez-vous comme cela, ça permet des partenariats entre différents intervenants. Il y a des exposants qui viennent ici pour se connaître, pour se faire connaître, pour qu'au niveau de l'administration des donneurs d'ordre déjà qu'on puisse les reconnaître. Il y a des exposants et des entreprises qui sont connues localement. Elles viennent aussi se faire connaître et c'est celle-là, elle vient beaucoup plus pour d'éventuels partenariats à nouer avec des partenaires étrangers et locaux. Nous travaillons dans le secteur de l'hydraulique et des travaux publics en Algérie. On a déjà achevé 5 projets avec l'AMBT. Un projet de barrage, le barrage de Chélif à Mostaganem, la station de traitement de Mostaganem aussi qui font partie du système MAO, le projet de transfert d'eau entre les retenues de Tabelodra 10 sur les wilayas de Jijel et de Sétif, le tunnel hydraulique, le tunnel de refoulement du barrage de Beni Haroun, c'est un tunnel hydraulique très spécifique aussi qu'on a achevé. Et on est en cours de réalisation sur 2 projets avec l'Algérienne des autoroutes, dont la 4e rocade. C'est une pénétrante entre Khemis Miliana et Beregouia. On réalise le premier lot qui est de 34 km, qui comprend une route avec des ouvrages d'art, etc. Placé sous le slogan « Travaux publics, 60 ans de réalisation », ce salon a vu la participation de nombreuses start-up et d'autres acteurs publics et privés du secteur des travaux publics. Nous sommes venus au salon pour présenter la nouvelle technique de stabilisation et de traitement des sols in situ. Nous travaillons sous circulation routière et avec une meilleure caractéristique du sol. À l'issue de ce salon qui se clôture le 23 septembre prochain, des protocoles d'accord pour la formation et les échanges techniques ont été signés avec le secteur des travaux publics de la Tunisie, du Niger, ainsi que notre ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Autre salon international dans un secteur complémentaire, celui des travaux publics, qui a débuté aujourd'hui. L'industrie du bois, menuiserie, équipement et technologie. Le Algeria Woodtech se veut un point de rencontre entre les professionnels et les acteurs nationaux et internationaux. On y trouve tout ce qui concerne cette industrie prometteuse, comme l'a affirmé le secrétaire général du ministère de l'Industrie. Une 60aine d'entreprises y sont présentes et des rencontres B2B sont également prévues lors de cette manifestation. Elle se poursuivra jusqu'au 22 septembre.
Industrie pharmaceutique vers la réouverture de l'unité de fabrication d'insuline de Constantine, annonce du ministre du secteur ce matin et qui est en visite dans la région. 2 autres usines nouvelles de Saïdal sont également prévues pour la fabrication de vaccins contre la grippe saisonnière et les antibiotiques pour la thérapie contre le cancer. Amina Batouche, Amel Bouarba. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique Ali Aoun a instruit les responsables de l'usine de production pharmaceutique de Constantine, relevant du groupe Saïdal, afin de reprendre la production de l'insuline dans les meilleurs délais et prévoir également la fabrication des stylos injectables, tout en estimant qu'il est impératif que cette usine reprenne sa vocation initiale avant la fin de l'année en cours. Ali Aoun a souligné qu'il comptait sur l'équipe de Saïdal et ses compétences avérées pour réussir l'opération de production de l'insuline, d'autant plus a-t-il ajouté que la volonté et l'outil de production existent. Il faudrait que cette usine reprenne sa vocation initiale. Il ne faut pas abandonner le vaccin. Le vaccin, il faut le garder, il faut le développer, il faut d'autres vaccins. Mais l'insuline, c'est de reprendre la production dans cette unité, la développer. Prévoyez donc de fabriquer le stylo injectable. Je veux des résultats d'ici la fin de l'année. Il s'agit rapidement de faire un audit وشوفوا النقائص وحنا كقطاع كوزاره رانا هنا باش نعاونوكم. Après avoir réussi à relever le défi en produisant le vaccin anti-Covid, l'usine Saïdal de Constantine compte aussi renforcer et diversifier sa production nationale. Nous avons conclu un accord avec un partenaire chinois pour la fabrication du vaccin contre la grippe saisonnière et les dérivés du sang et un autre accord avec un partenaire russe pour la production de médicaments issus de la biotechnologie pour le traitement du cancer. De nouvelles unités à Constantine de nature à renforcer la production locale de médicaments et lutter contre les pénuries qui pénalisent les malades. Le secteur de l'éducation renforcé par un lycée national des arts, le premier du genre dans le pays, qui a pour but de booster les potentialités dès le plus jeune âge. L'établissement se prépare pour la rentrée à l'instar des autres écoles, nous dit Rabia Bouzidi, commentaire de Raouf Hamouche. Les artistes et les hommes de culture sont le miroir d'une société. Nous sommes dans le premier lycée national des arts, Ali Maachi, érigé à Alger. Une première dans l'histoire de l'Algérie. En effet, cet établissement secondaire recevra dès cette rentrée scolaire les jeunes dotés de la fibre artistique. Cette année, la filière art sera intégrée dans l'enseignement secondaire au sein du système éducatif algérien. Des commissions de sélection composées d'enseignants ont sillonné 50 wilayas dans le cadre de l'opération de sélection à laquelle plus de 1000 candidats ont pris part. 166 élèves ont été retenus pour le lancement de la filière art dans l'enseignement secondaire. La filière art comprendra 4 options, à savoir musique, art plastique, théâtre et cinéma. La création de cette filière vise à développer et à encadrer les talents artistiques. Ces enseignants seront chargés de faire acquérir aux élèves des dimensions culturelles, historiques et esthétiques. En ce qui concerne la méthodologie, il est prévu d'adopter le même mode d'enseignement. Une structure éducative aux normes internationales. Cette école nationale des arts comprendra un internat. L'objectif est d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Dès la rentrée scolaire prévue le 21 de ce mois, des repas équilibrés et chauds seront servis aux élèves. La création de la filière art intervient en application des engagements du président de la République en matière de production intellectuelle, culturelle et artistique au service de la croissance économique. L'objectif est de concrétiser le changement escompté pour la diversification de l'économie nationale. La filière art se déroulera sur 2 ans d'études et sera composée d'un tronc commun lettres et d'un tronc commun sciences et technologies. Les élèves pourront acquérir toutes les connaissances qui leur permettront de développer leur potentiel artistique. Et la reprise des cours a déjà eu lieu pour l'enseignement supérieur à Constantine. Les œuvres universitaires se numérisent grâce à une plateforme lancée récemment. Hébergement, transport, événements et autres sont désormais disponibles en ligne. Ce nouveau service est largement salué. Amina Batouche, Mejdad Hamoud.
Douaïn el-Bey, une plateforme numérique conçue pour rapprocher les étudiants de l'administration et fluidifier la communication entre l'université et l'étudiant. Une plateforme créée par la direction des œuvres universitaires de Constantine qui permet également de faciliter le quotidien des universitaires en recevant toutes les actualités des résidences, événements ou offres, mais surtout d'avoir accès aux services de transport desservant les différentes facultés de l'université de Constantine. Je termine mes cours à 11h et grâce à cette application, j'ai su qu'il y avait un bus à 11h. Cette application nous facilite vraiment la tâche. Je suis de Mila et grâce à cette application, je n'aurai plus à me déplacer. Il me suffit d'accéder à la plateforme pour être informé des dernières actualités. J'ai même changé ma chambre dans la résidence universitaire grâce à cette application. C'est une application très utile, surtout qu'on peut facilement avoir des infos sur le versement de la bourse sur nos comptes sans avoir à se déplacer jusqu'à la poste. En plus de sa facilité d'utilisation, la plateforme permet aux employés de l'université de régulariser ou imprimer tout document administratif avec rapidité. Les procédures prenaient énormément de temps. Avec cette nouvelle application, c'est devenu rapide. On peut imprimer un certificat de travail rapidement, par exemple. Cette application permet à l'administration de mieux gérer ses ressources qui sont au service de l'étudiant grâce à des statistiques et des chiffres exacts et en temps réel qui nous permettent de rester informés sur tout ce qui se passe dans le campus en permanence. Un remarquable pas qui facilite le quotidien des étudiants et qui leur permet d'avoir une meilleure qualité de service via le monde numérique. Une idée à généraliser au niveau du reste des universités algériennes. Il y a 64 ans, jour pour jour, le gouvernement provisoire de la République algérienne est proclamé. Les Algériens ont désormais un représentant officiel, un vis-à-vis pour les négociations avec le colonisateur français et un moyen d'attirer les reconnaissances officielles sur la scène internationale, a affirmé le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit. Laïd El-Birra s'exprimait lors d'une rencontre, ou plutôt une conférence historique ce matin. Et l'ambassadeur de Palestine en Algérie, Faiz Mohamed Mahmoud Abou Atiya, a salué les efforts de l'Algérie pour la réconciliation interpalestinienne. Invité du forum du journal Al-Shab, l'ambassadeur espère le succès de cette initiative qui passera par une rencontre regroupant à Alger le Hamas, Fatah et le Djihad islamique début octobre prochain. Le ministère des Affaires étrangères kényan a affirmé que la position du Kenya sur la race est pleinement alignée avec les décisions de l'Organisation de l'Unité africaine d'admettre l'adhésion de la race le 22 août 82 et la charte de l'Union africaine qui appelle pour le droit incontestable et inaliénable du peuple à l'autodétermination. Par conséquent, le Kenya s'aligne sur la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies de 1991 qui appelle à l'autodétermination du Sahara occidental à travers un référendum libre et juste dirigé par l'ONU et l'Union africaine. La militante sahraoui justement des droits de l'homme, Sultana Khaya, a été reçue ce matin par le maire de Bilbao, Juan Maria Aburto. Khaya a accompagné toute une délégation, à sa tête la nouvelle déléguée sahraoui en Pays Basque, Khadijatou El Mourtar. Il s'agit de sa première visite institutionnelle dans la région. Un accueil chaleureux leur a été réservé dès leur arrivée. Yamina Saïdji. L'icône de la cause sahraoui, Sultana Khaya, et la délégation qui l'accompagne ont reçu un accueil chaleureux à leur arrivée à l'aéroport de Las Palmas en Espagne. Des dizaines de membres de la communauté sahraoui établie en Espagne et du mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui ont afflué à l'aéroport pour exprimer leur solidarité avec Sultana Khaya qui portait le drapeau national sahraoui. Ils ont à cette occasion tenu à manifester leur soutien indéfectible aux droits du peuple sahraoui, à la liberté et à l'indépendance. Les femmes sahraouies d'Espagne sont ici aujourd'hui pour accueillir Sultana Khaya et lui montrer qu'elle n'est pas seule. Nous menons tous le même combat. Comme vous pouvez le voir, un accueil chaleureux a été réservé à la militante des droits de l'homme Sultana Khaya. Que Dieu la garde et la protège, ainsi que tout le peuple sahraoui.
Nous sommes avec elle et nous ne reculerons devant rien tant que nous n'avons pas obtenu notre indépendance. Cet accueil montre au monde entier la grandeur et la solidarité du peuple sahraoui. Nous sommes solidaires avec Sultana Khaya et nous menons le même combat pour l'indépendance du peuple sahraoui. Après cet accueil émouvant, la militante des droits de l'homme Sultana Khaya et la nouvelle déléguée sahraoui au Pays Basque, Khadijatul Mukhtar, ont effectué leur première visite institutionnelle dans ce pays. Elles ont été reçues par le maire de Bilabo, Juan Maria Aburto, accompagnées de la conseillère municipale pour la coopération, la cohabitation et les fêtes, ainsi que le responsable de l'unité de coordination du Sahara occidental. Une rencontre qui témoigne de la solidarité et du soutien de la communauté internationale envers la cause sahraoui. Toujours à l'étranger, le nombre de disparus en lien avec les événements dramatiques de Melilla en juin dernier est passé à 73 personnes selon l'Association marocaine des droits de l'homme. La police du Marzen avait alors sauvagement tué des dizaines de migrants subsahariens. La MDH appelle les autorités du Marzen à identifier les migrants disparus et à libérer tous les prisonniers. Par ailleurs, des organisations de défense des droits de l'homme ont appelé à un rassemblement demain devant l'ambassade marocaine à Madrid pour dénoncer l'assassinat de migrants par tir des forces marocaines alors qu'ils tentaient de monter dans une embarcation pour les îles Canaries. Pendant ce temps, l'absence prolongée du roi du Maroc fait de plus en plus parler. Inquiétude et interrogations imprègnent la rue marocaine déjà minée par la précarité et l'injustice sociale. Amal Bouarba. Les absences répétées et prolongées de Mohamed VI continuent de défrayer la chronique dans un pays marqué par une crise sociale et économique sans précédent. Une situation qui donne du grain à moudre aussi bien à la presse nationale marocaine qu'étrangère. Mohamed VI n'est pas chez lui, totalement absent. Il partage son temps entre Paris et le Gabon, préférant se consacrer au plaisir de la vie, rapporte un média marocain. Il illustre ses propos par cette déclaration d'un expert de la politique marocaine au journal espagnol El Independiente qui explique que la longue absence de Mohamed VI suscite une véritable crise car les partis politiques ne peuvent pas et ne savent pas ce qu'ils doivent faire dans certains domaines entièrement guidés par les instructions du palais royal. Et d'ajouter, le Parlement est totalement tributaire des instructions de Mohamed VI et en ce moment, les politiciens, les ministres et le Premier ministre sont complètement désemparés, même les services secrets sont déconcertés. Certes, Mohamed VI a toujours été absent, mais cette fois-ci, il y a une aggravation de l'absentéisme, indique encore cet expert. Ainsi, de l'avis de nombreux observateurs, l'absence prolongée de Mohamed VI a aggravé les problèmes du pays, déjà fragilisé par la pire crise économique de son histoire. Une situation d'autant plus exacerbée par l'absence d'un gouvernement légitime capable d'interagir avec les citoyens et d'un Premier ministre de plus en plus honni par le peuple en raison de son implication dans de flagrants scandales financiers liés à des conflits d'intérêts. Autant dire que l'absence de Mohamed VI continue de susciter les interrogations et surtout l'indignation du peuple marocain qui se retrouve complètement lésé et livré à lui-même, plongé dans un profond malaise social. Le régime du Marzen est face à la pire crise depuis des décennies. En plus d'une situation sociale chaotique, la croissance économique est en chute. Plusieurs grandes entreprises étrangères s'apprêtent à retirer leurs investissements et à quitter définitivement le Maroc. Yamina Staïch. La situation socio-économique difficile qui prévaut au Maroc, les restrictions des libertés individuelles, l'oppression et la détérioration des conditions de vie ne sont pas les seuls indicateurs qui montrent que le régime du Marzen est plus que jamais menacé dans son existence. Depuis l'installation du gouvernement Arnouch, le Marzen traverse sa pire crise depuis des décennies, et ce dans tous les domaines, avec la cherté de la vie imposée par le régime. La misère touche aujourd'hui toutes les classes de la société. ليسانس باش نتعلموا حنا جدارميه بغينا نتعلموا الدراجه الناريه باش نركبوا على الدراجه الناريه كيدي لينا ليسانس كامل كنشريو ليسانس من جيوبنا باش نركبوا على الموطورات باش نركبوا عليهم باش نتعلموا والدوله ماشي الدوله وفلوس الضرائب كيعطيونا فلوس ليسانس باش نركبوا على الماطر باش نتعلموا كيديه وعباد الله السبت والحد
ديالنا عاطينا القانون ان نستبجوا الحد نمشيو لديورنا كيقول لنا والله ما عطيتونا 50 درهم للواحد حنا 80 واحد صافي دير 80,000 ريال في السيمانه تيقول لنا والله الا ما تجمعت لي 80,000 ريال في السيمانه لا خرجتو تيقول لنا غادي نبقى حابسكم هنا كندير لكم الاعتقال في السبت والحد في القشله تبقاو تما في القشله. Sur le plan économique, le Maroc reçoit des coups sévères suite à une avalanche de retrait d'investissements étrangers. La croissance économique du pays ne dépasse pas 1% avec la chute flagrante des investissements au royaume en raison de nombreux facteurs qui concourent à la dégradation du climat des affaires. La hausse des prix de l'énergie depuis la fermeture du GME est l'une des principales raisons. Sans oublier la crainte que suscite le climat social tendu marqué par les protestations et les tensions politiques du Makhzen avec certains pays européens. Plusieurs grandes entreprises étrangères s'apprêtent à retirer leur investissement et à quitter définitivement le Maroc, à l'exemple de Siemens, la société allemande qui vient d'annoncer la fermeture de son usine à Tanger avec le licenciement de 500 travailleurs. Dans ce contexte de crise économique et de désinvestissement, le Makhzen en faillite n'a de solution que de se tourner vers l'UE pour réclamer plus d'aide en contrepartie du boulot de gendarme de l'Europe qu'il propose d'assumer face à la crise migratoire, mais qu'il exploite insidieusement comme moyen de chantage pour soutirer plus d'argent aux Européens. D'ailleurs, le Rif est l'une des régions les plus pauvres du pays. Des manifestants marocains ont marché dans les rues de Bruxelles pour dénoncer justement la marginalisation et la militarisation du Rif, et ainsi que les actes de violence et d'intimidation que subissent les militants du mouvement de contestation dans la région. Les militants marocains ont dénoncé également le silence complice de l'Union européenne et des gouvernements européens face à cette situation. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal.